Bien, bonjour à tous les deux. Merci d'avoir accepté cette audition sur les forêts et le climat et l'avenir de la gestion de nos forêts. Est-ce que finalement, pour rejoindre l'audition précédente, est-ce qu'on est dans les bons tuyaux pour atteindre les objectifs de capter le carbone, de limiter l'émission de gaz à effet de serre, ou est-ce qu'on fait un peu n'importe quoi? Je vous donne mon sentiment parce que comme je sors de l'audition précédente, on a conclu que non, pas tellement, parce qu'il y avait une petite embrouille entre biomasse, bois énergie, énergie renouvelable et gestion durable de la forêt, et que tout ça pouvait rentrer en contradiction et peut-être même gérer plus de CO2 que prévu. Et donc comme vous êtes deux éminents spécialistes, je vais vous laisser vous présenter vos titres et qualités et puis engager la discussion sur le sujet. Et à gauche d'abord. Donc moi je suis Nicolas Martin, je suis chargé de recherche à l'INRA d'Avignon. Je travaille principalement sur le fonctionnement des forêts méditerranéennes, mais aussi des autres forêts. Mais l'avantage des forêts méditerranéennes, c'est qu'elles sont déjà sujettes à des sécheresses, et aussi sur l'effet de la sécheresse, du coup, sur le fonctionnement des forêts et l'effet du changement climatique, du coup, puisque c'est premièrement en Europe la sécheresse qui va augmenter et qui va affecter le fonctionnement des systèmes forestiers. Et moi, donc Xavier Morin, je suis chargé de recherche CNRS à Montpellier. Et moi, je travaille donc aussi sur les impacts du changement climatique sur les forêts, aussi bien sur les changements de répartition d'espèces et de composition des communautés forestières que sur les aspects fonctionnement. Et en particulier, je m'intéresse beaucoup à l'effet du mélange d'espèces par rapport aux forêts monospécifiques. Très bien. Donc on va parler pendant ces 50 minutes de sécheresse, d'impact du changement climatique sur la forêt, mais aussi j'aimerais vous entendre sur quels sont les impacts qu'on peut attendre de la forêt pour limiter le changement climatique, puisque c'est un peu l'enjeu aussi de la période dans laquelle on se trouve. Peut-être vous laisser la parole en premier sur ces histoires de sécheresse. Alors du coup, les canicules, on a bien compris que ça allait être tous les ans. Sans doute de plus grande ampleur. Alors c'est pas linéaire, ça va pas être c'est pas aussi simple que ça, mais ça a un impact du coup clairement sur les forêts. Alors clairement, voilà, nous le cœur de notre sujet de recherche, c'est vraiment ça. Les forêts, je ne vais pas faire de science, mais pas beaucoup de science, mais ça consomme énormément d'eau. Un arbre, ça a besoin de plusieurs dizaines à centaines de litres d'eau par jour selon la taille de l'arbre. Du coup, si jamais on se met à avoir plus de hautes températures et moins de pluviométrie, ce qui peut arriver à cause du changement climatique dans le sud de la France notamment, eh bien, on va avoir des événements de mortalité comme on les a observés cette année et comme on va les observer de plus en plus. On est encore en dessous des 1,5 degré. Donc si on s'attend à plus 4, plus 5, même maintenant les derniers rapports du GIEC nous disent que ça peut monter à plus 7 degrés, ça peut avoir des conséquences complètement dramatiques là-dessus. Et qui dit plus d'eau pour les forêts, plus de mortalité, dit moins de séquestration de carbone. Donc l'effet de mitigation qu'on attend, il peut être compromis si on laisse faire les trajectoires actuelles. Donc les arbres meurent. À cause de la sécheresse. À cause de la sécheresse, les arbres meurent. Et alors du coup, c'est quoi? C'est parce que il faut qu'on change d'essence, il faut qu'on mette des nuages supplémentaires. Comment on fait? Qu'est-ce qui est? Alors sur quoi on travaille là du coup à l'heure actuelle? Alors donc il y a quand même de l'hétérogénéité, c'est-à-dire que les arbres ne meurent pas partout et tout le temps. Donc déjà, ce qui est important, c'est d'avoir un maximum d'informations sur pourquoi. Il y a pas que les arbres qui ont besoin d'eau. Ouais. Donc on va faire ça. Merci. La première chose, c'est d'avoir un recul scientifique qui soit le plus fort possible. Et c'est vrai que finalement, on n'a pas eu beaucoup d'observations et on n'a pas encore un recul énorme. On sait que ça meurt et quand on fait des expériences au laboratoire ou quand on observe sur le terrain, on voit de la mortalité. Après, connaître exactement les raisons de la mortalité partout, c'est pas facile. Le changement d'essence, c'est une solution. Une sylviculture légère, c'est une solution. Faire des coupes rases, c'est surtout pas une solution. Et sylviculture légère, c'est-à-dire Moi, j'y connais rien. Une sylviculture légère, ça veut dire de légèrement atténuer la demande d'eau par la forêt en enlevant quelques arbres bien ciblés petit à petit.
Une sylviculture légère, c'est une sylviculture réfléchie dans laquelle on peut prélever un petit peu certains arbres, mais ça s'oppose à une sylviculture drastique qui est des coupes rases, par exemple, qui ont été parfois proposées, ou notamment associées à des grosses mécanisations, vont tasser les sols et rendre l'eau du sol encore moins accessible par les arbres. Donc une sylviculture légère, c'est enlever quelques arbres pour pouvoir libérer la compétition pour l'eau et donner un peu plus de ressources aux arbres restants. C'est ça une sylviculture légère. C'est-à-dire plutôt une gestion arbre par arbre qu'une gestion par surface en fait. D'accord. On coupe un grand nombre d'arbres sur une même surface. Et ça s'oppose aussi au fait de les laisser un peu en friche. Mais là on parlait de sylviculture. Ouais. Non, d'accord, mais c'est parce que dans la table ronde précédente, on s'est dit que peut-être il fallait laisser des zones en libre. Oui, alors ça dépend vraiment des objectifs qu'on cherche à atteindre. Laisser des zones en friche, ça peut, oui, il y a en friche, c'est-à-dire laisser une dynamique naturelle de la forêt. Il y a plein d'endroits où ça se justifie pour maintenir de la diversité, pour peut-être faire des tests sur les essences qui seront, comme je viens de le dire, c'est quelque chose sur lequel, en milieu naturel, on n'a pas encore beaucoup de recul. Donc on commence à savoir identifier quels sont les arbres les plus résistants à la sécheresse, mais bon, changer d'essence un territoire, un peuplement, ça a quand même plein de conséquences. C'est-à-dire, si on se met à mettre des espèces très résistantes à la sécheresse partout, on peut faire des aberrations écologiques et se retrouver avec des forêts de pins d'Alep, par exemple, partout, si on se met à planter du pin d'Alep, qui seraient très combustibles et vont générer des incendies, ce qui serait vraiment dommage, quoi. Donc c'est là où il faut avoir une réflexion en amont et peut-être laisser des friches avec une régénération naturelle par endroit. Ouais, moi ce que je voulais dire c'est que ce qui en fait pourquoi on s'intéresse beaucoup aux forêts, donc vous ici, c'est parce qu'en fait les forêts c'est aussi bien un écosystème qui est impacté par le changement climatique qu'est un écosystème par lequel on a un bras de levier pour essayer donc de faire de l'atténuation. Et donc tout ça, si on peut faire une liste à l'après-vert, moi j'ai l'impression que il faut qu'on réfléchisse à l'échelle globale, au niveau de nos forêts à l'échelle globale. Donc effectivement, je pense que c'est primordial, notamment les vieilles forêts, de les préserver le plus possible, parce qu'on sait qu'elles captent beaucoup de CO2, mais qu'en plus qu'on elles hébergent, par exemple, une grande biodiversité. Il y a beaucoup d'enjeux sociétaux qui sont liés à ces forêts-là. Après, on peut parler même au niveau des populations humaines, les bénéfices qu'elles tirent de forêts plus anciennes, avec des plus grands arbres. Et puis à côté, il y a justement cet aspect donc atténuation du climat. Encore une fois, les forêts non gérées, laissées en libre évolution, stockent beaucoup de carbone, donc déjà remplissent une part de cette mission. Mais bien sûr, il y a des autres enjeux que le climat sur la forêt, et c'est là où on peut réfléchir à une gestion forestière, parce que là on a besoin de bois, et en plus le bois ça stocke du carbone aussi. Si on fait du bois comme des meubles, là on a du bois qui est stocké, alors de façon plus ou moins durable, mais en tout cas on a du stockage. Il est plus longtemps stocké que du granulé. C'est sûr. Ou du bois énergie par exemple. Parce que, je ne sais pas si on peut aller là-dessus. Allez-y. Donc, sur ces histoires d'atténuation, justement, il y a des gens qui proposent des solutions pour se substituer aux autres énergies carbonées, puisque la forêt c'est aussi du carbone. On pourrait justement faire plus de bois énergie, c'est-à-dire on récolte du bois et puis on fait l'électricité avec, même si, ça peut paraître un peu. Déjà, rien que là, ça paraît un peu bizarre. Mais le souci avec ça, c'est que justement, on coupe des arbres qui ont déjà stocké du carbone, et qu'on redonne à l'atmosphère. Alors bien sûr, on pourrait dire oui, mais les arbres qu'on a coupés, va y avoir une jeune forêt qui va pousser après. Oui, alors si je le dis. Mais d'ailleurs, les arbres qu'on va couper, il va y avoir une jeune forêt après. Très bien. Alors, il y a deux choses. Après, effectivement, on peut discuter de est-ce que le carbone qui sera stocké par ces jeunes forêts, à quelle vitesse il va être stocké par rapport à des forêts qui étaient donc matures et qui stockaient du carbone. C'est la question que je pose. D'ailleurs, alors c'est quoi? Qu'est-ce qui stocke le mieux? Une jeune forêt qui est en pleine croissance ou une forêt qui est là depuis très longtemps? Alors, on en parlait justement avant. Il paraît qu'il y a eu un rapport du Sénat qui redit ça et que c'est pas vrai. Enfin bref, alors, c'est vous les spécialistes. Au niveau individuel, pendant longtemps, on a même cru que les gros arbres, qui s'approchaient entre guillemets de leur sénescence, stockaient plus trop de carbone. Mais en fait, il y a une étude récemment qui a remis ça en cause, qui montrait qu'en fait, après, ça dépend quel âge ont les arbres, mais que les gros arbres, les très gros arbres, en fait, stockent énormément de carbone, beaucoup plus que des jeunes arbres.
Là où c'est un peu compliqué, c'est après qu'on réfléchit en spatial sur des placettes forestières où on a beaucoup de petits arbres contre quelques gros arbres. Et c'est là où les choses sont un peu moins, moins évidentes en termes au final de bilan carbone. Mais une chose est sûre, c'est que voilà, ces gros arbres, on dit bon voilà, la forêt est mature. J'aime beaucoup ce terme de maturité. Enfin mature, donc en termes comme un fruit, on peut l'accueillir. Donc on peut récolter les arbres. En fait, les choses sont pas si évidentes lorsqu'on se place du point de vue, encore une fois, que du carbone. Parce qu'encore une fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, les vieilles forêts hébergent beaucoup plus de diversité, remplissent d'autres, ce qu'on appelle les services écosystémiques. Donc leur utilité sociale et écologique, on va dire ça comme ça, est beaucoup plus large et grande de toute façon qu'un petit périmètre où on a mis des jeunes pousses. Tout à fait. C'est ce qu'il faut voir. C'est sûr qu'une forêt, dans ses 100 premières années, elle peut booster, séquestrer beaucoup, mais maintenir des forêts dans cet état-là artificiellement, parce que justement on veut produire beaucoup, ça peut avoir énormément de contreparties. Ça va baisser donc ça va marcher un temps peut-être, mais on va certainement baisser la fertilité des sols, donc ça ne marchera pas éternellement. On va peut-être laisser pas mal de rémanents, donc de bouts de bois et de copeaux à terre qui vont être relargués par respiration, donc réémettre du CO2. Donc en fait, ce type de conséquences, tant qu'elles sont mal quantifiées par les scientifiques, ça ne sert à rien de se lancer là-dedans. Ça aura plutôt des effets pervers que des effets bénéfiques. Et surtout, il y a des façons de maintenir de la diversité en forêt, de maintenir des lieux d'accueil du public qui soient agréables et reconnectent aussi les gens à la forêt, qui passeront pas du tout par créer une sylviculture très 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 intensive, quoi. Du coup, le bois énergie, bonne idée, fausse bonne idée, mauvaise idée? Moi, j'ai envie de dire fausse bonne idée, parce que pour finir l'histoire de tout à l'heure, on dirait est-ce que quand on coupe, on coupe des forêts, on brûle le bois, on fait de l'énergie avec, très bien. Mais il y a c'est pas très grave parce qu'on a ces nouveaux arbres là qui vont arriver, qui vont aussi stocker du carbone. Mais en fait, il y a un problème très important et je pense que c'est vraiment primordial dans le contexte actuel, c'est le concept de temporalité. C'est-à-dire que là, on brûle ces arbres, on relargue du carbone tout de suite dans l'atmosphère. En plus, on le relargue avec une rentabilité pour faire l'électricité qui est très mauvaise, beaucoup plus mauvaise que le pétrole par exemple. Donc ou que les énergies renouvelables. Donc il vaut mieux prendre du pétrole? Non, non mais c'est pour aller au bout, mais voilà, en tout cas c'est beaucoup moins bon que le pétrole du point de vue énergétique. Et donc donc sur la temporalité, c'est que ces jeunes arbres, le temps qu'ils stockent le même niveau de carbone que les arbres qu'on a brûlés, il va falloir du temps. Et seulement le temps, c'est un peu ce qui nous manque là pour arriver justement à nos objectifs de limiter le réchauffement à plus de 1,5 degrés. Alors c'est quoi le plan? Le plan, c'est de maintenir des surfaces forestières importantes et pas de les couper. Ouais, le bois énergie seulement pour des choses de toute façon qui seront coupées, par exemple, quand on fait de la gestion forestière, même pied à pied, il y a toujours des résidus. Ça, effectivement, ces résidus-là qui de toute façon vont se décomposer et donc le carbone va retourner à l'atmosphère, autant effectivement faire de l'électricité avec. Mais effectivement, comme disait Nicolas, essayer déjà de préserver les vieilles forêts qui, encore une fois, stockent du carbone et remplissent toutes les autres missions là, au niveau des services écosystémiques, biodiversité, bien-être humain, tout ça. Et donc avoir une gestion effectivement, j'ai envie de dire, plus légère. Par exemple, il y a un rapport qui a montré qui estime en tout cas qu'en Allemagne, si on avait une gestion plus légère des forêts, c'est-à-dire en laissant davantage d'espaces protégés, en essayant de faire une sylviculture pied à pied, en maintenant un couvert forestier, et surtout en ayant des temps de rotation plus longs, c'est-à-dire en coupant les arbres un peu plus tard, c'est-à-dire justement on attend qu'ils soient gros pour qu'ils stockent beaucoup de carbone, eh bien ils estiment que la forêt allemande pourrait stocker 2 fois plus de carbone qu'elle en stocke actuellement, et je crois que la Finlande c'était 3 fois plus. Ouais. Et nous? Alors c'est pas trop. En tout cas, nous on a déjà des grands. Parce que vous êtes chercheur en France, pas. On est chercheur en France, c'est vrai. Ou... Et en France, on a des grandes superficies forestières et qui s'étendent. Il faut pas être naïf là-dessus. Oui, parce que la forêt n'a jamais cessé de grandir, m'a-t-on dit. En France, en tout cas, depuis 50 ans, en fait, il y a de l'espace qui se libère, et en effet, ce qu'on appelle, après, il faut voir ce qu'on appelle forêt. Mais en tout cas, les territoires abandonnés par l'agriculture ont été repris par, maintenant, on va dire, c'est plutôt des pseudo-forêts. Il y a beaucoup en Méditerranée des taillis de chênes verts qui ne sont pas des forêts comme les gens peuvent l'imaginer avec des beaux arbres. C'est des
plus ou moins des grands buissons. Le chêne vert peut être beau. Le chêne vert peut être beau sur certaines stations. Ouais. Mais bon, en tout cas, on a les couverts, on va dire, non anthropisés, ou presque naturels, type forêt, ont tendance à augmenter depuis 50 ans en France, et ça, c'est une vérité. Mais est-ce que c'est pour ça c'est bien, ou il faudrait qu'on y mette notre nez et qu'on essaye de... d'améliorer aussi le rendement carbone, on va dire. Si on veut séquestrer du carbone, c'est plutôt bien. Après, c'est important, moi de mon point de vue, c'est important de s'en occuper, mais il faut s'en occuper correctement. C'est-à-dire qu'il faut s'en occuper en mettant ensemble les acteurs de la recherche en forêt avec les acteurs opérationnels type ONF, et avoir une véritable réflexion. Vous coupez là. Il faut mettre ensemble les acteurs de la recherche et l'ONF. Mais pourquoi ils ne sont pas ensemble aujourd'hui, là où on parle? On travaille un peu ensemble, mais... la chose qu'on peut dire, c'est que notamment la connexion recherche avec l'ONF, et pour l'instant, la tendance est clairement plombée par la réduction d'effectifs. Exactement. À l'ONF en général, et en particulier au niveau recherche. Les collègues qu'on connaît là, qui sont dans les services recherche de l'ONF, ils croulent sous le travail parce qu'ils sont vraiment, ils sont en ultra sous-effectifs. Ouais. Après, il faut aussi voir que la proportion de forêts publiques en France, elle est assez faible. Il y a l'essentiel, 75% des forêts sont privées sur le territoire français, donc c'est géré par le CNPF. On a peut-être, moi j'ai un peu moins de rapport avec le CNPF qu'avec l'ONF. Donc, ce qu'il faut, c'est juste faire ça de façon réfléchie et de pas se dire but en blanc. Il faut augmenter absolument l'extraction de bois depuis les forêts, alors qu'on peut faire ça de façon raisonnée et intelligente. On a la chance d'avoir beaucoup de forêts sur le territoire. On a la chance d'avoir des très bons chercheurs et un super bon service de gestion forestière. Si on détruit ce service-là, comme c'est la trajectoire actuellement, on va rien en faire de ces forêts, alors que contrairement peut-être à d'autres pays, on a ce potentiel-là. Il faut pas le détruire, il faut le maintenir. Surtout que c'est 25% des forêts, mais ça fait comme une surface non négligeable à l'échelle du territoire. Mais du coup, ok, il n'y a pas de lien aujourd'hui vraiment de lien avec la recherche. Mais il y a des liens avec la recherche. Mais est-ce qu'on en tire des conséquences? Alors, oui. Ou est-ce qu'on s'en fout et qu'on continue de faire de la monoculture partout où c'est possible, faire des couperasses partout où c'est possible, en dépit de ce que vous pouvez raconter scientifiquement établi? Moi, j'ai envie de dire, justement, moi j'ai bien vu depuis les dernières années, en tout cas, la problématique du changement climatique avait vraiment très bien percolé, d'ailleurs aussi bien dans les forestiers publics que privés. Après, restait bien sûr, quelle solution? Et il y a peut-être des choses qu'on n'a pas dit par exemple, au niveau de la sylviculture qu'on dit légère, hein, c'est que par exemple, il y a beaucoup de travaux en ce moment sur le fait d'avoir des peuplements forestiers éclaircis de temps en temps, donc c'est éclairci. Donc c'est-à-dire on réduit la densité de nombre d'arbres pour tirer des arbres. Exactement, des arbres pour diminuer la compétition, notamment pour l'eau entre les arbres. Et il y a beaucoup même d'expérimentations en ce moment sur ce sujet, et alors ça dépend des situations, mais il y a pour une forêt où il y a plusieurs essences. Non, même pour une seule essence. Même en monoculture. Ça marche assez bien ça. Typiquement en zone méditerranéenne, justement, moi dans mon laboratoire, il y a des collègues dont le travail, c'est entre autres. Il y a un site expérimental d'une garrigue de chêne vert où il y a des traitements où on a réduit la densité d'arbres, mais on regarde si justement ces arbres souffrent moins de la compétition pour l'eau que dans les traitements où il y a une plus grosse densité d'individus. On a conduit le même type d'expérience sur du cèdre et on a des très bons résultats. Mais ce qu'il faut bien voir en fait, c'est que exploiter une forêt avec une sylviculture légère, dans laquelle on retirerait de temps en temps des arbres avec lesquels qu'on pourrait utiliser pour faire des meubles, de la construction. Ou au pire du bois énergie. Vraiment au pire. Mais surtout ne pas faire de coupe rase, mais y aller seulement de temps en temps pour retirer quelques individus. Moi, je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose et le faire. C'est ça qui était fait avant, non? Probablement. La sylviculture légère. Oui, non. Il y a des moments dans l'histoire où on a tout coupé. Il y a des moments dans l'histoire où on était un peu plus tranquille, non? Il y a des moments où on a tout coupé et on s'est rendu compte que, justement, on va faire du bois énergie, justement. Donc au 19e, avec la révolution industrielle, on coupait même depuis le Moyen-Âge, en fait, c'est là où même la forêt, on faisait des bateaux, mais on avait surexploité la forêt française. Puis il y a eu, avant qu'il y ait la révolution industrielle, justement, où on a pu mettre du charbon à la place, mais du coup au début, on coupait beaucoup de bois et même à l'échelle européenne, la surface forestière a été réduite comme peau de chagrin. Et donc ça serait quand même un peu une ironie de l'histoire si on revenait à ça après coup, après avoir la menace où on était passé près, on reviendrait à ça 150 ans plus tard, quoi. Mais ça, c'est pour une forêt où il y a 30 ans. 150 ans plus tard. 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 150 ans plus tard.
Mais sinon, au niveau de la gestion forestière, non, c'est plutôt, il y a eu des périodes sans gestion, mais quand il y en a eu, c'était rarement de la pratique justement légère. C'était souvent, parce que faut pas se leurrer, la pratique légère, c'est quand même, oui, surtout c'est comme moins pratique à faire que de tout couper d'un seul coup et puis voilà. Avoir une grosse machine qui arrive. Oui, voilà. Ça demande plus de travail humain. Tout à fait. Exactement. C'est là. Il y a vraiment, ce sera forcément moins rentable à court terme. Par contre, sur le long terme, ce sera bien plus rentable pour le climat. Je fais un parallèle. On pourrait faire un parallèle avec le maraîchage versus ou l'agriculture paysanne versus. Tout à fait. C'est exactement ça. Exactement ça. Et du coup, la monoculture, c'est mal en soi ou? Alors, c'est mal en soi. Ça dépend si on est dans une zone, par exemple, une zone méditerranéenne où parfois on a peu d'essences qui peuvent justement tolérer un stress hydrique fort. Ou par exemple, dans une garrigue de chêne vert, il va pas y avoir beaucoup autre chose qu'une garrigue de chêne vert. C'est pas très stratégique quand même. Voilà, et par contre, là, il y a énormément de recherches depuis 15 ans sur en fait, on recherche à savoir, à comparer le fonctionnement de forêts mélangées et des forêts monospécifiques. Et alors là, on a une multitude de bénéfices, en moyenne, encore une fois, sur ces forêts mélangées. Donc elles seront, alors elles peuvent être plus productives, mais ça peut être encore débattu en fonction du type de forêt. Par contre, il y a des choses sûres, c'est qu'elles sont généralement plus résistantes et résilientes à des événements extrêmes, par exemple la sécheresse ou des attaques, des tempêtes, ou plus résistantes à des attaques, par exemple d'insectes. Parce que généralement les insectes se focalisent sur une seule espèce et qu'on a plusieurs espèces, par exemple l'espèce cible est diluée par l'autre espèce ou par les autres espèces. On a aussi, bien sûr, après d'autres bénéfices de le mélange d'essences. Du coup, on utilise moins d'engrais, moins de pesticides, voire pas du tout. Tout à fait. Et puis la forêt mélangée, par exemple, on parle par exemple même d'accueil du public, c'est généralement beaucoup plus attractif qu'une forêt monospécifique. Voilà. Et puis là, aussi un mélange, par exemple, on parle d'événements extrêmes, même vis-à-vis des incendies. Une forêt mélangée va être plus résistante aux incendies qu'une forêt monospécifique. Et c'est pour ça que on va dire dans le panel de solutions, on a entre autres aussi les plantations. Alors je ne sais pas si Sylvain vous en a parlé avant, mais il nous a dit si on plante, c'est qu'on s'est planté. Voilà, non mais que dans l'idéal, une forêt qui se passe bien, il n'y a pas besoin de planter. Non, mais par contre, il y a des endroits. Alors, mais vu qu'on a tout rasé, il va peut-être falloir mettre quand même 2-3, qu'on force un peu le destin. Ouais, et puis vu que ces sécheresses qui augmentent aussi, ça va faire en sorte que peut-être qu'il n'y aura pas localement toutes les ressources en arbres pour supporter le changement climatique. Ça, c'est quand même une éventualité à envisager, quoi. Ouais. Il ne faut pas se dire on n'a plus besoin de services forestiers parce que ça va se faire naturellement. Je crois qu'avec la vitesse du changement climatique, on a justement besoin de bien réfléchir à comment trouver les bonnes ressources forestières pour supporter ça et continuer à produire. Et ce que je veux dire sur les plantations, juste, c'est que on parle de forêt, mais il y a aussi d'autres endroits où on pourrait planter, typiquement en ville. Et notamment cet été avec les canicules, il y a quand même des évidences fortes sur le bénéfice d'avoir des arbres en ville, au niveau d'abaisser la température. Bien sûr. Oui. On met une grosse batte. Moi, je suis élu à Lille, donc Martine, elle a mis du béton partout. Donc là, ça bagarre sévère. C'est un des thèmes centraux de la future campagne des municipales, et c'est tant mieux, à mon sens. Et pareil, les arbres dans l'agriculture. J'avais lu des bouquins à une époque disant qu'on pouvait trouver aussi des bonnes synergies entre des essences d'arbres et de l'agriculture, de céréales ou d'autres. Moi, j'ai pu visiter une ferme où ils faisaient du calva. Donc ils avaient des pommiers et en même temps les vaches, elles étaient là entre les arbres, des arbres assez espacés. Les bousses de vache, ça aidait à la fertilité à la fois de l'herbe mais aussi des pommes. Tout le monde s'y retrouvait, que ce soit pour faire le lait avec la vache, pour faire le calva avec la pomme, ou même pour vendre les pommes sur le marché en tant que tel. Je suis commencé par le calva, on va croire que je suis alcoolique. Mais en tout cas, il y avait une belle synergie dans cette ferme. Est-ce que ça, c'est aussi des marges de développement, ou c'est juste ou c'est vraiment annexe? Pour l'instant, je pense que c'est marginal, mais c'est pas pourtant que c'est pas important. Clairement, entre découvert
par exemple de céréales qui vont souvent puiser l'eau en superficie sur les sols et des arbres qui ont la capacité d'aller chercher de l'eau en profondeur, on peut arriver à avoir une très très bonne synergie. En plus, les arbres vont apporter de l'ombrage au couvert type herbacé ou type céréales. Donc ça peut vraiment on peut aider en cas de canicule et que exactement atténuer on retrouve ça de façon traditionnelle pas mal en Espagne, hein, les DSA au Portugal, les DSA donc les arbres qui produisent des glands de chêne en dessous on a de l'élevage de cochons et ça marche très bien. Oui. Il y a vraiment les plantations blé noyer, oui. à Montpellier, il y a pas mal de cas où ça il y a pas mal d'essais là, de ce qu'on appelle l'agroforesterie, notamment à Montpellier, où ils essayent différentes combinaisons. Et je pense qu'il y a les premières conclusions, on va dire, parce que c'est un peu de moyen terme du moins pour avoir des conclusions, arrivent en ce moment. Et globalement, je trouve que, moi de ce que j'en sais, parce que je ne suis pas spécialiste, mais ils ont quand même des exemples qui sont assez probants. Ça permettrait de stocker un peu de carbone, parce que l'idée de ces arbres-là, c'est pas de les couper pour le coup. Ouais, tout à fait, peut coupler un objectif. Je vois même là, ils avaient à Montpellier, là, ils ont fait donc des plantations de noyers où on peut faire donc du bois d'œuvre et avec des pommiers, où là, des pommiers donc, qui restent à petite taille, mais on récolte les pommes. Donc voilà, là on conjugue récolte de fruits et récolte de bois. Un stockage carbone dans le bois, dans le long terme. Et pour vous, il y a des choses que scientifiquement vous avez établies, qui sont établies et qui ne sont aujourd'hui pas entendues, compris, reçues, que ce soit par les politiques ou par les institutions type ONF ou le ministère. Moi, je sais qu'il y a Vous pensez que tout le monde sait tout et que du coup... nous, on ne sait pas tout déjà. Donc nous aussi, il y a quand même beaucoup d'incertitudes. C'est toujours pareil, dans le dialogue moi, mon expérience, le dialogue chercheur, que ce soit chercheur gestionnaire ou même chercheur décideur, la chose difficile à faire communiquer, c'est que parfois, justement, il y a des fortes incertitudes et nous, on nous demande de simplifier le message pour être traduit en termes d'action. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment le choix parce que là, dans l'urgence climatique, il faut prendre des décisions. Donc, à la fois, c'est un peu, pour parler du métier, c'est un peu ce qui excite en ce moment, c'est qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire que là, il faut vraiment qu'on arrive à traduire nos résultats de recherche en termes opérationnels et bien sûr le plus efficacement possible parce qu'on ne va pas avoir le droit à l'erreur. Ouais. Sachant qu'on est dans un cas quand même très particulier puisque la forêt elle a ce double problème où elle est un levier donc qui permet de séquestrer du carbone et en même temps elle est très vulnérable à ces sécheresses qui ne cessent d'augmenter. Quelque chose qui est quand même important, c'est que je pense que ça fait quand même une bonne vingtaine d'années qu'on pointe du doigt le problème de l'effet du climat sur les sécheresses. Le problème, c'est que le climat, même avec le changement climatique qui se renforce, c'est quelque chose qui varie avec des années très fortes et des années qui sont peu fortes, et avec des sécheresses qui sont moins importantes, et la mémoire est souvent à court terme. Alors, ces années, on en parle beaucoup. Le public se disent une année, cette année, il n'y a pas eu de canicule. Ouais, exactement. C'est bon, c'est fini le changement climatique. On parle d'autre chose. Confondre climat et météo. C'est Oui. Et voilà, là pourtant on a retrouvé, ça fait 3 années successives où on a quand même des dommages entre le sud de l'Europe et le nord-est de l'Europe, on a eu des dommages très importants sur les forêts. Là, je pense qu'il y a un consensus très important, il faut l'écouter, il faut arrêter d'y penser seulement à la fin du mois d'août quand on a eu une sécheresse un peu forte. Oui, voilà, imaginons qu'on a un hiver rigoureux derrière, vous savez, ça servira d'exemple pour que cette urgence passe au second plan, quoi. Ça serait vraiment c'est toujours dommage. C'est toujours les occasions manquées. J'ai l'impression qu'on les laisse passer les unes après les autres. Oui, parce qu'on est sur du temps plutôt long pour la gestion de la forêt et la gestion politique, en tout cas telle qu'elle est aujourd'hui, plutôt sur le court terme. La gestion économique, on n'en parle même pas parce que là, il faut produire. Mais il y a quand même des choses que vous avez partagées là dans la discussion. Sur le fait qu'il faut plutôt privilégier plusieurs essences plutôt qu'une seule, dans l'absolu. Après, c'est pas forcément possible partout. Sur le fait qu'il faille couper peut-être les arbres plus tard, les laisser pousser plus longtemps, laisser plus de liberté avec des cultures peut-être légères, à apprendre à ponctionner les arbres un coup de temps en temps plutôt que de faire des coupes comme ça. Ça, c'est entendu, c'est suivi des faits, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'on est un peu à la croisée des chemins là où justement il y a un peu deux écoles. Là, on parlait des gens qui disaient non, il faut faire du bois énergie à fond parce que c'est renouvelable, alors qu'en fait c'est pseudo renouvelable, mais bon, c'est renouvelable et donc ça va servir
à se défaire des énergies carbonées. Et d'un autre côté, il y a, parce que nous on préconise plus fortement, c'est justement d'avoir plutôt laissé le capital globalement en place, avec quand même de la gestion bien sûr, mais de ne pas négliger l'importance de ce capital pour notamment séquestrer du carbone. En tout cas, on a de la chance d'avoir ce capital. Organiser de façon réfléchie une gestion durable sur le long terme de ces forêts, c'est possible. Je ne sais pas, c'est vous qui savez s'il y a déjà... Nous, on est quand même côté législatif, on ne sait pas trop ce qui existe dans le détail. Rien. Donc s'il n'y a rien, il y a à la JADA en tout cas, dans la loi, il y a des choses dans la loi. Mais s'il y a l'opportunité de faire des choses, en effet c'est maintenant, il faut les faire bien. Pour le coup, il faut les faire bien, il ne faut pas en tout cas laisser une vision trop productiviste et immédiatiste prendre la main là-dessus, parce qu'il y a vraiment l'occasion de créer quelque chose de chouette. J'imagine que vous partagez le constat de la malforestation à l'heure actuelle. Sur le territoire français ? Oui. Sur le territoire français, je pense qu'il y a... Moi, ce que j'ai compris, c'est plutôt qu'il y avait peu... Attention, je ne suis pas un spécialiste. Le spécialisé, c'est la réponse à la sécheresse. Mais il n'y a pas une très très grosse sylviculture qui est pratiquée sur le territoire. Pas encore. Alors le problème, c'est que maintenant, justement, comme disait Xavier, on a la croisée des chemins entre une école qui va pousser très fort vers une exploitation très 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 forte partout et les différents plans qui sont établis, les plans de forêt, ça pousse à ça. C'est ça, ça pousse à ça. Mais alors, on est encore sur les prémices de ça, et je pense que c'est maintenant qu'il faut agir. Même si, je sais que moi, les forêts où je travaille dans les Alpes, j'ai quand même bien vu des taux de prélèvement très forts dans certaines forêts. Notamment pour certaines essences qui sont notamment exportées, notamment le sapin. Non, mais qui sont rentables. Alors qu'il y a d'autres comme le hêtre qui depuis la tempête de 99 sont plus rentables, voire même plus sciés en France. Ça, c'est un autre problème. C'est peut-être qu'il faut essayer de valoriser une filière pour ces essences locales qu'on a chez nous au lieu d'exporter ou de cibler juste certaines essences. Et de cibler certaines essences. Donc il y a dans certaines zones quand même la sylviculture est assez dynamique, notamment poussée par le fait que on va dire des législatures précédentes, on a voulu rendre l'ONF autosuffisante, ce qui pour moi est un non-sens, vu que l'ONF c'est très bien, c'est normal qu'ils fassent de l'argent, mais ils ont aussi une énorme mission de service public, et notamment peut-être que cette séquestration de carbone va devenir une mission de service public numéro 1. Qui n'a pas de rentabilité immédiate. Voilà. Mais par contre, une rentabilité sur le long terme, j'ai envie de dire, sans prix, quoi. Et pour revenir sur l'aspect croisé des chemins, là, je pense que c'est vraiment là, on est là où voir qu'est-ce qu'il faut faire, et il y a des choses qui vont dans des sens complètement contradictoires. Et j'ai envie de dire, même sans aucun argument, moi je dis toujours, même au niveau du bon sens, on a un capital là, en place. De se dire qu'il faut couper la majeure partie pour assurer sa pérennité, ça paraît un peu quand même contre-intuitif et dangereux. Et sur la sécheresse, là, c'est quoi qui est en train de se décider ? Rien. Oui, il n'y avait pas grand-chose qui se décide, parce que la sécheresse, on l'a subie, c'est que le résultat de ce qui se passe à l'échelle globale, donc on va la subir de toute façon. Est-ce que... L'idée, c'est plutôt d'arriver à avoir une sylviculture raisonnable pour arriver à garder ce compromis-là entre maintenir un maximum d'arbres sur pied, les porter le plus loin possible dans leur âge pour qu'ils continuent à séquestrer de façon durable et pérenne du carbone et qui restent vivants surtout, qui restent résistants, quoi. Donc là, on va la subir. Je pense que l'idée principale, c'est d'arriver à trouver, et on est en train de réfléchir là-dessus, des stratégies de gestion les plus efficaces possibles. Donc ça, c'est des réflexions techniques sur comment au mieux gérer une forêt. C'est ce que justement les expériences qu'on est en train de faire avec l'ONF. Avec ce qui reste de l'ONF. Avec ce qui reste de l'ONF. Il en restera quand même un peu plus la fois d'après. Ce serait bien. Parce que là, il y a quand même... vous disiez, il y a peu d'échanges finalement avec le secteur privé, qui est l'essentiel de la forêt française. Il y en a quand même. Et eux, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Ils sont très concernés par le changement climatique. Mais leur idée majoritaire, c'est de continuer de faire du pognon. Je caricature encore, mais est-ce que c'est... Mais ils sont très en fait, moi j'étais pas surpris, mais ils sont très demandeurs de solutions en gestion, et pas forcément il y a quand même si l'aspect remplacement d'essence,
Donc qu'est-ce qu'il va falloir qu'on plante? Mais il y a quand même vraiment l'aspect prégnant de comment je dois gérer ma forêt avec les arbres que j'ai maintenant. Et je me pose des questions en cascade sur les aspects techniques, parce que comme on est, je fais le parallèle avec l'agriculture, on veut massifier, industrialiser, du coup on se dote des outils qui vont avec. Et on perd la connaissance et l'usage des outils d'avant, pour faire justement une sylviculture plus légère, plus de proximité, on va dire, je sais pas, ou plus humaine. Du coup on cherche plus rien dans ce domaine-là? Sur la manière d'abattre les arbres, que ce soit plus efficace, moins difficile, parce que c'est aussi un boulot difficile quand même d'être forestier. Il y a, en tout cas, par exemple, sur vraiment, alors là pour le coup, l'aspect vraiment gestion forestière, il y a quand même un retour, par exemple, dans certains endroits, par exemple, je parle en termes d'exemple, sur le débardage des arbres, donc pour enlever une fois qu'on les a coupés, pour retirer les arbres de la placette, ou d'utiliser moins de choses mécaniques, parce qu'en fait il y a des gros problèmes avec la mécanisation sur le tassement des sols et tout, qui, mais pour le coup vraiment ruine les capacités des sols à stocker du carbone par exemple, et même au niveau de leur fertilité. Par exemple, il y a des débardages en montagne par câble ou par cheval. C'est des choses que, alors le cheval notamment c'était oublié, ça revient, enfin en tout cas je connais quelques exemples où ça se refait. Et le débardage par câble, ça aussi c'est en développement. Par câble, c'est-à-dire on tend des câbles et du coup on attache les arbres et puis on les sort. Il faut faire évidemment des layons dans lesquels on peut sortir les arbres, donc on peut dans la forêt sur des layons, mais sinon au moins ça évite de faire des pistes par exemple. Des pistes pour venir sortir les bois avec les camions, quoi. Le problème, c'est que les engins qui viennent couper et débarder utilisent à peu près, pour pouvoir faire circuler ces engins-là, sur une parcelle qui sera exploitée, c'est pas loin d'un cinquième de la parcelle qui est condamnée complètement. Donc c'est un gâchis, quoi. C'est un énorme gâchis à la fois de bois, et puis surtout les sols derrière seront plus fertiles avant très 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 longtemps. Même si on fait pas une coupe rase. Même sur cette zone-là qui a été utilisée pour le passage des engins deviendra Même si du coup ça devient plus logique de faire une coupe rase dans ce cadre-là, finalement. Quitte à... je sais pas, je pousse le truc à l'extrême. Non, parce que une coupe rase, après on a qu'une batterie ensuite d'inconvénients, notamment en termes de carbone, de relagage de carbone, même au niveau du sol, c'est que le sol stocke 2,5 fois plus de carbone que les arbres. Donc il y a tout ce relargage qui se fait une fois qu'on a une coupe rase, du fait de la décomposition dans le sol. La coupe rase restera toujours plus néfaste. Mais il n'empêche que ça, cette question-là. Non, mais je pense à celui qui, il doit faire son pognon, il doit couper ses arbres, ses machins. Il est plutôt incité à faire une coupe rase qu'à avoir une gestion durable sur le court terme, parce qu'il a des grosses machines et qu'il faut bien qu'il les rentabilise. Mais après, le problème est global. Le problème global, c'est pas au niveau du prix du bois. Par exemple, quand on a des tempêtes, généralement, une tendance à comme en 99, une chute des prix des bois, quel que soit l'essence. Parce qu'on retrouve d'un seul coup avec un énorme apport. Ah oui, parce que d'accord, forcément. Ce qui s'est passé en 99, c'est que beaucoup de hêtres qui tombent, énorme chute de bois, beaucoup de scieries qui ferment, et depuis, en France, on ne sait plus le hêtre. Alors qu'on a des réserves en hêtre incroyables, fortes du moins. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le hêtre? À part des terrasses quand il est thermo-chauffé. Alors là, la vieux connaissance la table ronde d'école forestière. Ça dépend de la qualité du bois, mais on peut faire des meubles, on peut faire du déroulage, où on déroule les cernes. Donc on peut vraiment des meubles de très bonne qualité avec le hêtre. Il y a un vrai sujet sur le bois de construction, parce qu'on en apporte beaucoup du bois de construction. Non? Ou je dis une connerie? On en apporte. Ouais. Alors après, alors c'est le problème du problème de balance entre feuillus et résineux, peut-être qu'on a en France. Ouais. On a favorisé, on a beaucoup de feuillus, alors que c'est surtout le résineux qui est utilisé dans la construction. Ça ne veut pas dire qu'on peut exploiter le feuillu, mais on n'a pas de filière. Mais voilà, vu que le feuillu est très, notamment le hêtre, qui est une essence quand même majoritaire en France, qui est plus scié en France. Du coup, évidemment, ça l'aide pas à le promouvoir comme essence. On pourrait l'utiliser pour la construction. Tout à fait. Voilà, c'est ça. C'est qu'on va prendre du résineux et pas du résineux dans la vie. Il faut une filière. Et voilà, il faudrait des scieries qui soient adaptées. On parlait de scieries mobiles tout à l'heure. Ah, tu sais, oui. Ouais. Après, voilà. Une solution. Tout à fait. Bon. C'est vrai que ça montre bien la globalité de la question, quoi.
Ok, et il y avait d'autres éléments que vous vouliez partager dans vos prises de notes sur ce qu'il faut surtout pas faire ou ce qu'il convient de faire? Peut-être juste revoyer ce que j'avais noté, un point qu'on a un peu abordé sur l'aspect, comment dire, les autres bénéfices de, par exemple, de laisser les forêts vieillir. Oui. Donc on parlait de biodiversité effectivement dans les arbres, également l'importance de laisser du bois mort en forêt, que ce soit sur pied ou au sol. On sait que ça, par exemple, pour notamment les insectes, c'est primordial. Et donc justement récemment, il y a eu cette fameuse étude là, qui a montré, donc je ne sais même plus à quelle échelle c'était, je crois que c'était à l'échelle européenne, la baisse drastique du nombre d'insectes dans les écosystèmes européens, et notamment en Allemagne. Je crois que il y a aussi une étude en Allemagne. Voilà, typiquement voilà, ces forêts aussi, ces vieilles forêts, elles servent aussi, voilà, elles hébergent vraiment une biodiversité sans égale, notamment à l'échelle du territoire, qu'il faut. Et ça, ce qui permet de le faire, c'est des compétences, des connaissances, une gestion. Là, je veux dire, il faut presque une partie de forêt en libre évolution. C'est ça, exactement. Mais on pourrait imaginer aussi que dans une forêt exploitée, tout à fait. Qu'il y ait aussi quelques arbres morts qu'on laisse. Bien sûr. Oui. Non, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Oui, on n'a pas une tendance à tout virer. Non, quand même pas. Non, c'est déjà le cas, mais c'est quelque chose à encourager, quoi. Oui. D'ailleurs, après des sécheresses importantes, de tempêtes importantes, c'est déjà ce qui est fait quand on peut justement plus vendre le bois, ou qu'on a trop de sorties de bois d'un coup par rapport à ce qu'on peut exporter. Du coup, on garde du bois mort en forêt pour fabriquer. Mais bon, il faudrait que ce genre d'exemple soit peut-être justement qu'il y ait des lois là-dessus pour l'encadrer réellement. Après, de ce que je connais de la loi, c'est que là, ce niveau de détail-là, il faut que la loi elle fixe les objectifs généraux, quoi. Ouais. On va pas dire il faut autant d'arbres morts sur pied dans telle parcelle, etc. Ça, c'est plus le ministère, lui, dans ses décrets, ses arrêtés, enfin, de décliner ça. Et surtout à avoir un service public pour pouvoir le vérifier, le contrôler. C'est pareil, si vous dites vous édictez de la norme et que finalement tout le monde s'en fiche et vient avec sa grosse machine tout coupée, bon. Ce qui se passe un peu d'ailleurs, parce que moi, ce que j'ai remarqué sur la forêt de Mormal, dans le Nord, là, c'est que le collectif de citoyens qui se bat localement contre les coupes rases, etc., c'est que les coupes qui sont faites, le taux de prélèvement est bien supérieur au taux de prélèvement prévu par le plan de gestion. Et le truc, c'est que qui est censé faire respecter le taux de prélèvement? L'ONF, mais qui récolte l'argent du taux de prélèvement supérieur parce que c'est essentiellement du bois énergie? L'ONF qui a besoin d'équilibrer ses comptes. Et alors ils ont intenté des trucs en justice qui prennent un temps fou comme d'habitude, mais il y a vraiment besoin, à mon avis, de tous ces éléments-là, quoi. Ouais, alors pareil, si on peut faire des souhaits, moi j'ai l'impression qu'il y a deux leviers principaux d'action. C'est le premier, effectivement, au niveau des pratiques, que ce soit mettre davantage de choses en réserve et d'encourager un mode de gestion léger ou du moins plus respectueux de certains principes. Et de l'autre côté, de promouvoir un service public plus fort au niveau de la forêt. Enfin, en tout cas, comme il l'était. Enfin, je ne pas qu'avant c'était idyllique, mais en tout cas de ne pas le laisser se paupériser comme c'est le cas en ce moment. Oui, parce qu'en plus, dans les effectifs de l'ONF, il y a eu un transfert massif vers les filiales. Et on a remplacé des forestiers par des commerciaux. Et voilà. C'est-à-dire que facialement, on peut avoir l'impression qu'ils n'ont pas tant perdu que ça d'effectifs. Mais quand on creuse à l'intérieur, il y a quand même eu des fortes modifications. Il n'y a plus grand monde pour aller dans la forêt, quoi. Oui, moi j'ai vu ça. Les agents qui étaient en contact, par exemple sur le terrain, donc on veut leur surface. Donc ils ont la gestion augmentée. Alors je ne sais pas de quel ordre, mais c'était vraiment impressionnant. Et du coup, il y en a qui disent, du coup, on doit faire plus avec moins, donc on fait mal. Bien sûr. Et donc, du coup, c'est quoi? Il y a combien de chercheurs à l'ONF? C'est combien? Vos interlocuteurs, ils sont combien? Alors, c'est régionalisé. Donc, moi, je sais que je travaille beaucoup avec les gens des services de recherche, innovation, recherche, développement, innovation, on appelle ça comme ça. Donc, en région Méditerranée et en région Rhône-Alpes. Enfin, c'est Alpes, parce que je ne sais plus leur division à l'ONF. Mais c'est en tout, là, on parle de 4 personnes. Ouais. Et nous, en Bouches-du-Rhône-Vaucluse, c'est 3 personnes, avec un interlocuteur principal. Parce que du coup, c'est quoi les acteurs de la recherche? Il y a des chercheurs en interne à l'ONF, on n'a pas parlé de ça, on peut terminer là-dessus. Il y a le CNRS,
mission de recherche générale et donc aussi particulière sur les différents domaines, et l'INRA qui vient... Et IRSTEA, qui sera bientôt l'INRA. L'INRA et l'IRSTEA sont en train de fusionner, et à l'INRA, on a un département complet... si on ne fusionnait pas déjà cette chose comme ça. On a un département forêt complet qui est décliné sur les grandes régions de France. Et c'est quoi, vous cherchez tous la même chose ou... Parfois, il y a des recoupements, mais globalement, comment ça se structure tout ça? Alors honnêtement, pour ce qui est du domaine de la forêt, si on parle de la recherche, historiquement, il y a eu le CNRS pour la recherche fondamentale et par exemple l'INRA pour la recherche plus appliquée dans le domaine forêt, agriculture, pêche. Mais dans les faits, dans le domaine de la forêt, en fait, quand on fait de la forêt, même au CNRS, on ne peut pas être juste fondamental parce qu'il y a tellement de choses de connexion avec l'appliqué. Voilà. Donc finalement, et oui, on travaille parfois un peu sur les mêmes choses, mais bon, comment dire, l'état de la recherche, c'est beaucoup mieux que la forêt, donc finalement, on fait quand même beaucoup de choses ensemble. En fait. Ouais, et puis bon, il faut quand même voir qu'il y a beaucoup de sous-disciplines. On est quand même assez spécialisé, et du coup, c'est ce qui fait que moi, je réponds pas parfois sur des questions sur lesquelles je suis pas complètement compétent. Mais moi, je travaille sur des mécanismes de résistance à la sécheresse. J'essaye de savoir pourquoi quel arbre meurt et quand, à quel moment lors d'une sécheresse, comment les espèces font pour résister. Ça implique de la physiologie, de la physique. À côté de moi, il y a des gens qui travaillent en génétique pour savoir quelles sont les populations qui survivent. D'autres qui travaillent sur combien séquestre de carbone une forêt. Il y a vraiment beaucoup de sous-disciplines. Et en fait, chacune d'entre elles sont, pour les mener vraiment au bout et pour qu'elles soient vraiment utiles, elles sont chacune nécessaires, quoi. C'est vraiment... il ne faut pas sous-estimer le fait que nos spécialités demandent un travail important, en fait. Avec peu de bras. Oui, et surtout que dans ce contexte-là du changement climatique, on demande en plus de dialoguer entre les disciplines. Et avec l'opérationnel. Voilà, et avec l'opérationnel. Avec les incertitudes qu'il y a à chaque étape, ce qui rend la chose en même temps excitante et difficile. Enfin, voir, voilà, on fait de la physique et de la biologie de haut niveau au laboratoire, et en même temps, on doit dialoguer avec l'ONF, avoir des éléments de langage commun. C'est un vrai travail de faire de la physique et de la biologie à un très haut niveau, et c'est aussi un vrai travail, je pense, de communiquer avec des gestionnaires forestiers, comme pour eux, c'est un vrai travail de gérer leur forêt et de venir en même temps essayer de comprendre avec nous comment faire pour mieux. Donc en diminuant les effectifs, c'est sûr que... Oui, parce que c'était le rôle de ce fameux service recherche RDI à l'ONF, de faire le dialogue, le pont entre les gestionnaires et les chercheurs. Forcément. Ouais. Et il y a peut-être aussi des chercheurs dans le privé? Non, pas tellement. Dans nos domaines, pas trop. En fait, tout ce qui est écologie en général et écologie forestière en particulier, pas beaucoup. Oui, donc on se rend compte que si la puissance publique ne vient pas là, personne ne s'en charge de facto, quoi. Sauf alors de la recherche orientée, justement. La recherche, regardez, le bois énergie, ça peut rapporter tant, et en plus vous allez dépenser moins de carbone, et ainsi de suite. Ce qu'il faut. On l'a vu ensemble, dans la table ronde précédente et sans doute dans les tables rondes des auditions suivantes. Et on arrive au terme de cette audition. Si vous avez un dernier mot de conclusion à livrer, c'est maintenant ou jamais. Moi, en tout cas, je retiens pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses qui convergent avec la table ronde précédente. Et on va essayer de synthétiser tout ça dans une proposition de loi qui, j'espère, sera portée largement sur différents bancs de l'Assemblée. Pas que par la gauche, j'espère aussi par la majorité, j'espère aussi par la droite, parce que c'est un enjeu d'intérêt général et de souveraineté aussi dans ce pays. Ouais, moi je veux juste dire que les forêts, c'est vraiment un des écosystèmes en métropole, mais aussi d'ailleurs en outre-mer, qui est clé, donc où il y a beaucoup d'enjeux dessus, et en plus donc, qui peut nous servir de levier pour essayer que le futur soit moins dramatique que prévu. Donc c'est crucial. C'est le levier principal et il faut y faire attention. C'est le moment de justement peut-être pas tout raser. Voilà. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci.